La ville respirait l'humidité et le néon. Parmi la foule grouillante, se fondant dans les ombres sous un ciel bas, un homme avançait. Le tissu de sa veste usé par les années était imprégné de la fatigue des longs chemins. Son visage, dissimulé sous la visière rabattue d'une vieille casquette, gardait le silence. Mais ses yeux, profonds, délavés, comme brûlés par le soleil et le temps, rayonnaient d'une force froide et inébranlable. Les vagabonds de la ville, sensibles au désespoir des autres, l'évitaient instinctivement. Dans son regard, il n'y avait ni soumission ni imploration. Il vivait une histoire gravée sur son âme, telle une cicatrice cachée sur son visage, dissimulée sous une barbe rêche. Soudain, la cacophonie des rues éclata en crissements de pneus et en un cri d'enfant perçant. Au coin d'une rue, juste au feu rouge, un garçon surgit à vélo, manquant de peu de se faire écraser par la masse d'un camion lancé à vive allure. Le cœur de la ville sembla s'arrêter. Une seconde avant la catastrophe, l'homme-ombre réagit avec la rapidité d'un prédateur. Un bond, une poigne d'acier agrippant le col du garçon. L'instant d'après, le jeune corps était arraché de la gueule de la mort. Le vélo craqua sous les roues, se brisant en morceaux. Le chauffeur du camion jaillit de sa cabine, cramoisi de rage. « Tu cherches la mort ou quoi? Tu regardes où, gamin? Tes parents sont où ?» Le garçon se recroquevilla, prêt à fondre en larmes. Le sauveur se retourna. Un seul regard de ses yeux délavés força le chauffeur à s'arrêter net, à ravaler son flot d'insultes et à se retirer précipitamment dans sa cabine, marmonnant à voix basse à propos des gosses sans surveillance. « Ça va ?» La voix du vagabond était basse et égale, sans l'ombre d'un reproche, juste une légère lassitude. Le gamin renifla. « Oui, merci. C'est juste que mon vélo est neuf, j'arrivais pas à le contrôler. » Un nouveau vélo, un jouet coûteux, une ombre de sourire amer passa dans les yeux du sauveur. « Tu as eu de la chance aujourd'hui, mais moi, ta gratitude ne me sert à rien. »« Non, mon père, il est très riche. Il a une chaîne de restaurants, ça s'appelle La Boussole d'Or. Le principal est au centre-ville. Il va te couvrir d'or, je te jure. » L'insistance du gamin était surprenante. Il ne demandait pas, il exigeait d'être remercié. Dans les yeux du vagabond, une lueur dangereuse s'alluma puis s'éteignit. La Boussole d'Or, un nom familier, trop familier. Le garçon ne sembla pas remarquer le changement. Il voyait simplement en cet homme étrange et fort un héros de film d'action et voulait montrer son importance. « Viens, il est là en ce moment. » Le gamin le tira par la manche. « Je m'appelle Thomas. »« Nicolas » se présenta le vagabond en serrant la main tendue de l'enfant. Sa main était douce et délicate, la sienne calleuse, comme l'écorce d'un vieil arbre. Ils marchaient dans la rue, un drôle de couple, un enfant élégant et un homme dont la place semblait être au bord du chemin de la vie. Les passants jetaient des regards curieux, mais aucun ne s'attarda vraiment. Chacun était plongé dans son propre tourbillon de pensées. À l'entrée de la Boussole d'Or, un établissement dont les vitraux et les enseignes dorées criaient le luxe, ils furent arrêtés. « Où tu vas comme ça, clochard ?» grogna le vigile, une armoire à glace au regard impénétrable. « Il est avec moi, » interrompit Thomas d'une voix autoritaire. « C'est mon sauveur, mon père a dit de le laisser entrer. » Les vigiles, Jean-Pierre et Michel, échangèrent des regards surpris. Ils connaissaient Thomas, le fils du patron, sérieux et intelligent pour son âge. Mais faire entrer un homme pareil, je vais peut-être m'en aller, dit doucement Nicolas, ne voulant pas causer de problèmes au garçon. Pas question. Quand j'ai dit, c'est dit. Attends ici, je reviens vite. Thomas s'engouffra à l'intérieur, laissant Nicolas sous le regard perplexe des vigiles. Dans le bureau, baigné d'une lumière douce, était assis Antoine Moreau, un homme soigné, sûr de lui, au regard perçant. Thomas, quelle bonne surprise! Le garçon déballa l'histoire de son sauvetage, décrivant avec émotion le camion et l'inconnu courageux. Moreau écoutait, fronçant les sourcils. « Tu es fâché à cause du vélo ?» demanda Thomas avec appréhension. « Le vélo, peu importe, on en achètera un nouveau. » Moreau écarta la chose d'un revers de main. Son regard était fixé sur autre chose. « Mais un sans-abri, tu dis? Il a un regard de héros de film d'action? Un vagabond ?» Moreau rit, mais son rire était sec. « Il n'est pas comme les autres. Papa, tu dois le remercier. Vraiment.
Je le remercierai, je le remercierai. Ne t'inquiète pas, je vais en parler au directeur. On lui trouvera un petit boulot, pas le poisson, mais la canne à pêche, tu comprends ?» Moreau se leva. « J'ai des choses à faire. Dis à ton sauveur qu'il attende au vestiaire. Préviens la sécurité. » Nicolas attendait. Le monde du luxe pesait hostilement sur lui. Le directeur Philippe arriva rapidement, affable, poli, mais les yeux froids. « Bonjour, monsieur Moreau m'a demandé de vous proposer un poste d'homme d'entretien. Sale boulot, uniforme. Demain à 7h30, vous pourrez loger dans l'arrière-boutique, mais pas de vol. Le chef ne le supporte pas, et c'est un homme avec certaines relations, mieux vaut ne pas l'énerver. » Nicolas hocha la tête. Homme d'entretien, dans cet endroit. Le nom d'Antoine Moreau avait suffi pour comprendre. Ce n'était pas une simple coïncidence. C'était le destin. Le destin l'avait ramené. L'arrière-boutique était exiguë, sentant le chlore et la vieille nourriture, mais c'était un toit au-dessus de sa tête. L'automne approchait. Nicolas s'installa, dépliant ses maigres affaires. Dans sa tête, les pensées tourbillonnaient. Moreau, Antoine. Il se réveilla avant l'aube, par habitude. De l'eau froide d'une bouteille, les restes du pain d'hier. En face de la maison, où il avait parfois passé la nuit dans le grenier, on apercevait un panneau avec une horloge. 6 heures du matin. Il avait une heure, pour atteindre l'endroit où un vieux fantôme l'attendait. Il n'était pas venu ici seulement pour un travail, il était venu chercher des réponses. À 7h30, il se tenait à l'entrée de service. La cuisinière, Brigitte, une femme bonasse au visage rond, remarqua tout de suite le nouveau. « Affamé, je suppose ?» Elle plaça devant lui une assiette d'œufs au plat fumant et une tasse de café. Nicolas ne se souvenait pas de la dernière fois qu'il avait mangé un repas chaud. Le goût était incroyable. Ou était-ce simplement la faim? Son travail, c'était le balai et les poubelles, nettoyer les traces de la fête et du succès des autres. Au début, on se moquait de lui. Est-ce qu'il sait, au moins, se servir d'une brosse à toilette? Ricanèrent les jeunes serveuses. Mais bientôt les rires cessèrent. Dans ses mouvements, il y avait de la force, dans ses yeux, de la dignité. Il sentait en lui quelque chose qui le distinguait d'un vagabond ordinaire. La douche dans les vestiaires du personnel fut une révélation. En lavant la crasse des rues, c'était comme s'il secouait la poussière de son âme. Sous sa veste, sous un fin t-shirt de friperie, apparurent des muscles saillants. Le vigile Jean-Pierre, un type costaud, remarqua ça. Ça alors, c'est dommage qu'il balaye la cour ici, il ferait un bon agent de sécurité. Le personnel s'habitua peu à peu. Nicolas était silencieux, mais pas renfermé. Il écoutait. Il écoutait les conversations des vigiles, de la cuisinière, des serveuses. Il récoltait des informations sur le propriétaire de la Boussole d'Or, miette par miette. Antoine Moreau, d'après eux, menait une vie de vrai sybarite. On le voyait rarement au restaurant. L'argent coule à flot. Pourquoi rester ici? Haussa les épaules Jean-Pierre. Il a une femme magnifique, un fils, mais il s'en fiche. Il sort à droite et à gauche. Sauna, casino, club. Il a un fils, remarqua Nicolas un jour, le cœur serré à la pensée de Thomas. Quel exemple il lui donne? Quel exemple, vous rigolez? Une fois sa femme était à l'hôpital, il a ramené le gosse ici. Il s'amusait dans son bureau avec une énième petite amie, et le gamin est allé jouer dans la fontaine en automne. C'est moi qui l'ai repêché après, raconta Michel. Nicolas savait déjà, Moreau possédait toute une chaîne. Il avait commencé avec un petit établissement en dehors de la ville. C'est intéressant, il n'a pas commencé seul, intervint David, un autre vigile, un homme d'expérience au regard rusé. Il avait un associé, un orphelin comme lui, très intelligent paraît-il. Tout ce business, c'est grâce à lui. Il a développé, mis en place. Et où est cet associé maintenant? La voix de Nicolas sembla venir de loin. Disparu quelque part, il y a une dizaine d'années. Il paraît qu'il a été emprisonné pour malversation. Mais peut-être que Moreau s'en est débarrassé? Ça lui ressemblerait bien. David haussa les épaules. Chaque nouveau détail tombait sur le cœur de Nicolas comme une masse de plomb. Il n'y avait plus de doute. C'était bien cet Antoine. Et l'associé disparu, condamné pour malversation, c'était lui, Nicolas Dubois. Mais il n'avait commis aucune malversation. Des nuits blanches, les souvenirs déferlaient par vagues.
cruel éclair. L'orphelinat, lui, Nicolas, plongé dans les calculs, voyant le monde en chiffres et algorithmes. Antoine, habile, astucieux, manipulateur né. Les éducateurs secouaient la tête, tellement différents. Et si on montait un business, l'idée d'Antoine, lancée après leur sortie de l'orphelinat, avec quoi? Pas d'argent, pas de contact, doutait Nicolas. L'argent, on le gagnera. Et les contacts viendront. Antoine était convaincant. Ils ont bossé dur, déchargeant des wagons, travaillant sur des chantiers. Ils économisaient chaque centime. Ils ont trouvé un bâtiment abandonné pour une bouchée de pain. Nicolas faisait lui-même les plans, calculait les devis, s'occupait de la comptabilité, de la publicité. Le petit restaurant Le Vieux Comte, aménagé avec des objets chinés aux puces, devint un lieu culte. Le succès grandissait. « Ta tête, mes relations », disait Antoine. Nicolas voyait ces relations, des types louches qui sentaient le crime à plein nez. On n'a pas besoin de types comme ça, essayait-il d'objecter. Sans eux, on n'ira nulle part, Nico, riait Antoine. Ton boulot, c'est les comptes, le mien, c'est de décider. Dans ce rire, on entendait déjà l'acier. Et puis, Hélène, belle, avec des yeux couleur de ciel d'orage. Elle était assise dans leur restaurant, si fragile et triste. Nicolas, ne croyant pas à l'amour au premier regard, tomba éperdument amoureux. Il s'approcha d'elle. Il lui offrit des roses, un ours en peluche. Ils se mirent à parler. Il apprit qu'elle avait été trahie par l'homme qu'elle aimait. « Peut-être que je pourrais vous raccompagner, c'est justement sur mon chemin, » mentit-il, prêt à aller au bout du monde pour passer une minute de plus avec elle. Elle accepta. Leur histoire d'amour fut un tourbillon. À ses côtés, il voulait être meilleur, plus pur. Hélène le convainquit de reprendre ses études. Le business, c'est fragile, il faut avoir une sécurité. Il s'inscrivit en économie par correspondance. Antoine grognait. « Elle te mène par le bout du nez. Il n'y a pas assez de nana ?» Nicolas se contentait de sourire. « C'est mon Hélène. Elle est spéciale, intelligente. Mon âme sœur. » Le mariage. Antoine, témoin. Le bonheur semblait inébranlable. Le business était florissant. Le moment était venu de s'étendre. Et là, Antoine montra son vrai visage. « Je dois prendre la tête de la chaîne, » déclara-t-il. « Pourquoi toi? On est associés. » Nicolas fut sidéré. « Parce que c'est moi qui ai les contacts. Et toi, tu comptais les papiers, la réputation ?» Antoine ricana. « L'argent, voilà notre réputation. Et l'argent, c'est moi qui l'ai gagné. Et moi, j'ai créé tout le reste. Le système, le nom, c'est moi qui devrais diriger. Pour diriger, il faut être dur. Tu ne l'es pas. » La dispute s'envenimait. Ils convinrent d'en reparler le lendemain, à tête reposée. Le lendemain, quand Nicolas arriva, le restaurant grouillait de gens en uniforme. Les impôts, des services spéciaux. « Vous êtes monsieur Nicolas Dubois ?» demanda un homme sévère. « Vous êtes responsable de la comptabilité ?»« Oui, mais qu'est-ce qui se passe ?» Le téléphone sonna. Hélène. Sa voix était inquiète. « Nicolas, il faut que je te dise quelque chose. » Hélène, attends, j'ai des gens ici. Vous êtes accusé de détournement de fonds et de fraude avec des sociétés écrans, déclara l'inspecteur. Vos compétences informatiques vous permettent de monter une affaire comme ça. Nicolas regarda Antoine. Ce dernier se contenta de lever les mains, simulant la surprise. Il y a une erreur. Nico, ne t'inquiète pas, je vais te trouver un avocat, on va arranger ça. Le tribunal, des bribes de phrases. Coupable, retrait illégal de fonds, complot, société écran, le coup de marteau. 10 ans de prison ferme. Son monde s'écroula. Hélène tomba évanouie. « Hélène !» cria-t-il, mais on le traînait déjà. 10 ans, l'enfer, la douleur, l'humiliation, la pensée d'Hélène, de l'avenir qui n'existerait pas. Antoine, il n'avait pas juste trahi, il avait volé toute sa vie. En prison, en écoutant les conversations, Nicolas en apprit davantage. Il apprit qu'Hélène avait épousé Antoine. Il apprit qu'elle avait eu un fils. Son fils. Antoine élevait son fils. « Prends soin d'elle », lui avait-il demandé à Antoine lors de cette vieille conversation avant même le procès. Antoine avait promis, et il en avait pris soin à sa manière. Il avait volé sa femme, volé son enfant, volé son entreprise, volé sa vie. L'incident avec Thomas fut l'étincelle. Ça l'avait mené directement dans la gueule du loup.
dans son propre restaurant, de droit. Hélène, il la vit dans la salle, belle, changée, mais la même. Leurs retrouvailles furent un choc. « Tu es vivant. Ils ont dit que tu étais mort. »« C'est lui qui a dit ça, » rectifia Nicolas en plongeant son regard dans ses yeux bleus. Elle raconta sa demande, lui faire savoir qu'elle était enceinte, qu'elle l'aimait. Antoine avait menti, il avait toujours menti. Pendant qu'il parlait, Hélène comprit. Les doutes qui s'étaient accumulés au fil des années, Antoine, ses relations, son attitude envers les gens, ses attentions soudaines après l'arrestation de Nicolas, son étrange compassion quand il était venu la voir, lui disant qu'on avait enterré Nicolas après une tentative d'évasion, tout se mit en place. Nicolas, assis dans l'arrière-boutique, écoutait les pas d'Antoine à travers la mince cloison. Il l'entendit s'introduire dans son bureau. Il sentait les vagues de rage émanant de sa tanière. Il savait ce qui allait se passer. Antoine fit irruption dans le bureau, le visage déformé par la fureur, à la main le métal brillant d'un pistolet. « Qu'est-ce que c'est que ça? Toi, comment oses-tu toucher à ma femme enfoirée ?» La voix d'Antoine grinçait, comme une charrette mal graissée. Nicolas se tenait calmement. « Bonjour Antoine. » Antoine pâlit. « Nico, toi, mais tu es. Moi, j'aurais dû pourrir en prison ou sous terre après votre tentative de meurtre raté. Tu te souviens ?» Un mouvement éclair, un coup. Le pistolet s'envola de la main d'Antoine et glissa sur le sol. Nicolas le ramassa. Maintenant, le canon pointait sur Moreau. « Qu'est-ce que tu veux? De l'argent? Je te donnerai autant que tu veux. » Antoine bégayait. « Ton argent ne m'intéresse pas. » La voix de Nicolas était glaciale. Il sortit de sa poche un minuscule dictaphone. Il lança l'enregistrement. « Raconte, Antoine. Tout. Comment ça s'est passé ?» Antoine, attaché à la chaise avec les ceintures de Nicolas, craqua. La peur lui arracha toute la vérité. Comment il l'avait envié, comment il avait falsifié les documents, comment il avait engagé des hackers, comment il avait piégé son ami pour tout obtenir, l'entreprise, l'argent, la femme dont il rêvait secrètement, comment il avait ordonné de le faire disparaître en prison en simulant sa mort. À cet instant, la porte s'ouvrit à la volée. Hélène, elle avait entendu les cris, s'était précipitée au bureau, elle vit la scène, Antoine ligoté, pâle, et Nicolas, debout avec un pistolet et le dictaphone. Son regard tomba sur l'ordinateur portable dont l'écran affichait la scène de leur récente rencontre. Sur le coffre-fort vide, elle comprit tout. La police arriva. L'enregistrement sur le dictaphone devint le verdict. Antoine Moreau, le millionnaire et homme d'affaires respectable, se débattait en pleine crise d'hystérie lorsqu'on l'emmenait. 6 ans, moins que Nicolas, mais pour lui, une éternité. Nicolas obtint réparation. Pas de l'argent, mais la reconnaissance de son innocence. La justice, même tardive. La cicatrice. Il l'avait fait enlever. Il ne voulait pas porter sur son visage le souvenir de la douleur et de la trahison. En le retrouvant après l'opération sur le seuil de la clinique, Hélène eut un souffle coupé. « Comme tu es beau, je me jalouse moi-même. » Réunion dans la salle de conférence de la Boussole d'Or. Le personnel, y compris Philippe le directeur et les vigiles Jean-Pierre et Michel, se figea. Hélène rayonnait. « Permettez-moi de vous présenter votre nouveau directeur, monsieur Nicolas Dubois. Je vous prie de bien vouloir l'accueillir chaleureusement. » Un murmure d'étonnement parcourut la salle suivi d'un brouhaha d'approbation. Le même homme d'entretien, le même clochard. « Monsieur Dubois !» Jean-Pierre et Michel hochèrent la tête avec respect. « Par contre, ne nous faites pas trop suer !» lança Michel en riant. Nicolas sourit. « Entendu les gars, et ce n'est pas tout », ajouta Hélène en le prenant par le bras. « Dans 1 mois, nous nous marions, tout le monde est invité. » Applaudissements, sourires. Pour la première fois dans cette salle, ce n'était pas l'atmosphère de luxe glacial et de peur qui régnait, mais une joie sincère. La vie lui avait tout rendu. L'amour, une famille, l'œuvre de sa vie. 1 mois plus tard, Hélène entra dans son bureau. Dans ses yeux, un secret. « Nico, il faut que je te dise quelque chose. » À la main, un test, 2 barres. Il la souleva dans ses bras, la fit tournoyer dans la pièce, riant de bonheur. Un 2e enfant, une nouvelle vie. Quand le dira-t-on à Thomas? Demain. Pour aujourd'hui, profitons-en tous les 2. Un dimanche, ensoleillé, ils marchèrent dans la rue. Nicolas, Hélène, Thomas,
poussant une poussette avec le minuscule visage rose de sa petite sœur. Une famille heureuse. Ils passèrent devant le même bâtiment où Nicolas avait autrefois dormi dans le grenier. Il leva les yeux vers le panneau avec l'horloge. Peut-être que là-haut, quelqu'un se cachait aussi du monde, quelqu'un que la vie avait brisé ou trahi, quelqu'un qui attendait sa chance. Nicolas sourit. Puisse lui aussi avoir de la chance. Chacun a droit à sa place au soleil. Il regarda ceux qu'il aimait plus que tout au monde. Sur leurs visages se reflétait son propre bonheur. Il avait réussi,